Bonjour à tous et bienvenue dans Terres et Vignes de l'Aube. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'agriculteurs qui innovent et qui ont l'esprit d'entreprendre. Il s'agit des lauréats du prix du jeune agriculteur. Le 13 décembre dernier, ils ont eu 15 minutes pour convaincre un jury de professionnels. Robots de traite, filière de vente de lentilles en grande surface ou yaourt et glace en vente directe à la ferme, nous dressons le portrait d'une agriculture qui se renouvelle et ce n'est pas la seule surprise de cette émission. Sommaire. Aujourd'hui dans Terres et Vignes de l'Aube, focus sur des agriculteurs entrepreneurs au bois, récompensés par le prix du GIA. Elles ont faim, elles veulent des granulés, hop, elles viennent se faire traire en même temps. La transformation consiste en la fabrication de yaourt et de la glace. C'est un petit peu l'aboutissement du métier d'agriculteur aussi, voilà, c'est de proposer directement au consommateur sa propre production. Comment ça marche la traite? Grâce à cette chronique, découvrez les coulisses de ce moment emblématique de l'agriculture. Ça se voit tout de suite, s'il y a une mamite, donc une infection, on va retrouver des grumeaux. En fin d'émission, nous verrons une centaine de jeunes passionnés par l'élevage, à tel point qu'ils n'hésitent pas à participer à un concours de professionnalisme nommé les Ovimpiades. Ton pied sur la petite platine, là, ça t'aide à pousser, vas-y, voilà, vas-y, nickel. Durant cette émission, nous verrons également les faits marquants de l'actualité agricole auboise. Bienvenue dans les coulisses de l'agriculture. Avec nous pour parler de ce prix, Baptiste Gatouya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des jeunes agriculteurs de l'Aube, une association qui donc organise tous les 2 ans le prix du GIA, c'est comme ça qu'on dit, le prix du jeune agriculteur, le prix du GIA. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je voudrais savoir quand même, jusqu'à quand on est jeune quand on est agriculteur? Alors, on est jeune, par exemple pour le prix du GIA, on est jeune jusqu'à 40 ans. Donc ça, voilà. Après, on passe, on dit qu'on a notre maladie, la maladie des GIA, c'est de passer après 40 ans. Et pour notre syndicat plus propre à nous, c'est 35 ans, c'est la différence. Bon, 40 ans, c'est pas mal, ça me rassure, mais pourquoi pas 25 par exemple? Alors, comme partout, il faut une limite. On s'est fixé une limite d'âge, donc on a estimé que c'était la limite la plus proche de la réalité entre les installations que l'on peut faire. On s'installe à partir, on va dire, de 20 à 25 ans jusqu'à 30-35 ans, c'est la majeure partie. Ça prend du temps quand même. Voilà, ça prend du temps. Donc, des idées, des projets. On a fixé cette limite à 35 pour le syndicat, 40 pour eux. Ça me va bien, ça me va bien. Christian, afin d'entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, vous allez nous présenter tout simplement le lauréat du prix 2013. Oui, il s'agit de l'éleveur Bruno Michel. Alors que l'année 2013 a particulièrement été difficile pour les filières de la production de lait, lui maintient le cap et investit dans un robot de traite. Alors je vous propose de voir pourquoi et comment grâce à ce reportage. On va le voir dans un instant. Ah, ben voilà, c'est parti, diffusion. Fonctionnaire au Conseil général de Lyon il y a encore 3 ans, Bruno Michel n'était pas certain de reprendre un jour l'exploitation familiale. Ce passionné voulait avant tout créer un atelier de lait performant par l'intermédiaire d'un robot de traite, une idée innovante qui a séduit le jury du prix du GIA. Elles ont faim, elles veulent des granulés, hop, elles viennent se faire traire en même temps. Le robot travaille 23 heures sur 24. Le portillon s'ouvre. La vache rentre, il y a des granulés qui descendent, qui vont au fond dans l'auge. Et pendant qu'elles sont en train de manger les granulés, le portillon se referme et la machine traite la vache. C'est ouvert en permanence. Au début, pour la mise en place, on fait des jeux de barrière, mais après, elles y viennent en libre service. Actif en janvier, le robot de traite contrôle la qualité du lait des vaches grâce à des capteurs. Son aspect, son volume, sa température et la rumination des bêtes sont aussi passés au crible. Mais c'est surtout la traite de ces vaches laitières qui intéresse Bruno Michel. Le jour où c'est installé, pour rien au monde, on reviendra en arrière. C'est une qualité de vie, on est comme un salarié après. On arrive à s'affranchir de la période de traite. La période de traite, moi, c'est tous les matins 2 heures et tous les soirs 2 heures. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Sans cette machine à traire, pour développer son activité, cet éleveur laitier aurait dû construire une salle de traite, mais les contraintes quotidiennes étaient toujours présentes et les travaux à réaliser importants. 135 000 € ont tout de même été nécessaires pour acquérir cette machine à traire. Elle sera rentable d'ici 10 à 15 ans. Baptiste Gatouya, après ce premier sujet, déjà une question. En quoi, selon vous, cet investissement, qui voilà une technologie d'aujourd'hui, mérite d'être récompensé par le prix des GIA ? Alors, ce qui est récompensé dans le prix du GIA, c'est à la fois l'investissement et l'esprit de chef d'entreprise que l'on a, mais c'est aussi l'engagement et puis la vie de famille qui compte derrière. Et donc, on voit par rapport à ce projet,
Il a privilégié aussi sa vie de famille et puis un autre regard, le regard neuf qu'il a sur son métier d'éleveur, de se dire moi je vais m'affranchir de la contrainte de la traite en investissant certes dans un investissement qui va mettre 15 ans à être rentable, mais d'un autre côté il va privilégier sa vie de famille et puis aussi il est passé du tout à rien, donc là il n'était pas du tout modernisé, donc du coup derrière il a réussi à investir dans le robot et à innover. On vient de voir des images d'archives du jury. Comment est composé ce jury qui va donc décider de la qualité des projets ? Alors, le jury est composé des organismes agricoles, donc les banques, les assurances, la chambre d'agriculture, les syndicats, mais aussi d'autres personnes qui sont extérieures. On a l'association des consommateurs qui est présente. On a le conseil général aussi qui nous suit sur ce projet. Donc, c'est vrai que c'est très divers les organismes, et comme ça permet aussi d'avoir une reconnaissance du projet qui est quand même global. Et puis, voilà, le jeune qui le remporte ou les lauréats se disent, je suis reconnu par l'ensemble, on va dire, des forces vives agricoles et aussi un petit peu extérieur au monde agricole. Je rappelle, c'est tous les 2 ans. Là, on a vu des images d'archives d'il y a 2 ans. Voilà, ces candidats, ils ont 15 minutes pour convaincre devant le jury qu'on vient de présenter. Ce ne sont pas des communicants. Et est-ce que pour autant, ça rentre en compte pour le jury pour dire celui-là, il est pas mal quand même? Oui, c'est vraiment ce qui est mis en avant, on va dire, c'est cette partie-là de pouvoir parler de son projet avec le cœur. En fait, c'est ce qu'on met en avant, c'est qu'ils puissent parler de son projet. Alors là, ils viennent avec des super PowerPoint parce qu'ils ont un attrait pour les nouvelles technologies. Et puis il y en a, ils viennent avec, pas les mains dans les poches, mais presque. Et ils parlent de leur projet et rien qu'avec ça, ils arrivent à convaincre le jury. Alors, nouveauté, cette année, vous avez donné l'opportunité au grand public de voter via Facebook. Oui. Pourquoi ce choix ? Et nous aussi, on s'est dit, on va se servir des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. La dernière fois, on n'avait pas réussi à le faire. Et cette année, on s'est dit, on avait le vote de la revue agricole par la presse. On s'est dit, on va aller sur Facebook et on va voir les candidats qui sont plus actifs pour faire voter pour leur projet. Et ça a très très bien marché. Le public comptait pour une voix au sein du jury. Voilà. Enfin, on avait le jury des OPA et le deuxième jury, c'était la revue agricole de l'Aube. Et le troisième, c'était Facebook. Et vous avez été surpris par le résultat ? Oui, parce que ça a du mal à prendre, on va dire, sur les votes. Et puis c'est parti d'un coup, en une semaine, tout le monde s'est mis à voter. Et du coup, ça a permis à certains de reprendre des fois une place, d'autres. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, quoi. Alors, Christian, on va présenter les 3 grands lauréats dans cette émission. On passe au second lauréat, qui a un projet étonnant où les agriculteurs empaquent eux-mêmes leurs produits. Voilà, c'est la première fois que je vois ça dans l'Aube. Oui, c'est une filière autour de la lentille qui est en train de naître grâce à Guillaume Partiot. Cultivé, emballé, négocié avec la grande distribution. Des agriculteurs n'hésitent plus à élargir leur champ de compétences. Vous imaginez, ils font tout ça à la fois. Alors, comment ça marche et quel est l'intérêt de cette relation directe avec la distribution? Je propose de voir les réponses en images. Du champ à l'assiette, sans intermédiaire. Depuis mars 2013, ces lentilles sont vendues par 12 agriculteurs en grande surface. Donc aujourd'hui nous sommes producteurs et l'idée innovante c'est que nous conditionnons nos lentilles vertes en format 500 grammes donc pour le grand public. Nous proposons aussi pour les industriels un format big bag d'1 tonne, mais aussi du sac de 5 à 25 kg. Et puis donc pour 2014, nous proposerons aussi pour la grande surface de nouvelles références en pois cassé et un lingot sec blanc. Voilà. L'idée revient à Guy, le père de Guillaume. Si c'est lui qui figure sur les emballages, c'est bien son fils qui a finalisé le projet. Puis donc j'avais réfléchi au conditionnement, voyant la complexité, comment j'avais un petit peu levé la main. Le cours des céréales était comment repasser à des niveaux bien meilleurs. Donc le projet avait été mis un petit peu en veille et puis ça a été repris en bonne main par Guillaume. En bonne main grâce à son diplôme d'ingénieur. L'équipement a été choisi, emballage et trieuse optique. D'un coût de 600 000 €, une partie a été aménagée de leurs propres mains afin de limiter les budgets de la création de cette filière. C'est un petit peu l'aboutissement du métier d'agriculteur aussi, c'est de proposer directement au consommateur sa propre production. Ça sous-entendait donc de capter aussi un maximum de valeur ajoutée sur le produit. On est sur un autre métier, puisqu'en plus des compétences, on va dire, de producteur et d'agriculteur, il faut y ajouter donc des nouvelles compétences du commerce, les décisions d'investissement, le type de machine, et ça me plaît, voilà. Des références d'haricots, pois cassés, pois chiches, quinoa sont prévues. En 2014, 8 autres agriculteurs se joignent à cette jeune filière qui grandit très vite. Et tout ça se passe dans l'Aube. Quel intérêt, ce coup-ci, de récompenser un projet qui est déjà mis en œuvre ? Et justement, c'est tout l'intérêt du prix du GIA, c'est qu'on peut à la fois récompenser des projets qui sont
on va dire, en réflexion, mais aussi ceux qui sont aboutis pour donner une reconnaissance et pourquoi pas aussi un enveloppe supplémentaire au projet, le projet des lentilles. Ça peut lui apporter, on va dire, une ouverture vers le monde. La preuve, ce soir, on est là pour en parler. Et donc, du coup, ça peut lui faire aussi une pub et une reconnaissance aussi des professionnels pour son projet. Ils sont bien partis, là. Oui, très très bien parti. Il y a un détail concrètement qui dit prix, dit récompense directe. Il y a quoi comme cadeau en quelque sorte? Alors comme cadeau, on va dire c'est nos organismes qui participent aussi au prix, qui gratifient d'un lot, d'une tablette, d'un PC portable, d'un chèque cadeau, d'un voyage pour les Gîtes de France par exemple. C'est assez divers, c'est sympa. Et puis voilà, c'est d'autres lots, puis c'est une reconnaissance. Et justement, parlons de reconnaissance. Karine Blandin a gagné l'AMPA il y a 2 ans avec un projet de culture de safran et de fromage, de chèvre. Est-ce qu'elle en profite encore de ce prix du GIA en quelque sorte? Quelles sont les retombées à plus long terme en quelque sorte? C'est qu'on continue à en parler, parce que c'est vrai qu'on en parle au début, quand elle gagne, et puis après on en reparle 2 ans après, parce qu'on fait un petit peu le bilan, si son projet a bien abouti, si ça se développe, et donc du coup derrière, elle commence à aussi avoir des retombées directes, et puis après c'est le bouche à oreille qui fait que son projet se développe, mais on va dire c'est un petit coup de pouce. Christian, on part à la découverte du 3e prix. Pour ce coup-ci, le projet démarre. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'entreprenant. Imaginez des yaourts 100% au bois et des glaces également 100% au boise. Voilà, ça c'est dans l'Aube aussi. Ce projet original est porté par Vivien Figiel qui abandonne l'ambiance bureau pour devenir agriculteur. Un parcours que je trouve passionnant là aussi. À 32 ans, Vivien Figiel a arrêté sa carrière dans un bureau d'études de l'industrie pour revenir à ses premiers amours, l'élevage de 120 vaches. C'est une passion que j'ai depuis le début et qui m'a suivi. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'exploitation et de revenir à mon souhait d'origine, l'agriculture. Vivien reprend l'exploitation laitière, la ferme pédagogique de ses parents et investit 90 000 € dans l'aménagement d'un laboratoire de transformation. On va donc traire les vaches directement ici. Ensuite, on va transformer directement après la traite. Donc on a le tank à lait d'un côté. Le laboratoire va se situer à cet endroit. Et on va casser le bâtiment pour refaire un bâtiment aux normes. On va faire quelque chose de neuf pour pouvoir transformer les produits laitiers dans de bonnes conditions. Originalité de ce projet, Vivien prévoit de proposer dès avril prochain autre chose que du fromage. La transformation consiste en la fabrication de yaourts et de desserts lactés, de la crème et du beurre et de la glace, avec un magasin de vente direct sur la ferme. L'idée c'est de valoriser le produit sur l'exploitation, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui transforment des yaourts dans le département. Il y a toujours un risque parce qu'on se lance sur quelque chose de nouveau, mais après, nous on a la certitude que ça va marcher, donc on se lance. Les clients ciblés se constituent des 6 000 visiteurs annuels de la ferme pédagogique, les cantines des collectivités ainsi que les restaurants. La transformation de 50 000 litres de lait permettra de produire 210 000 yaourts 100% au bois chaque année. Bon, dit comme ça, le projet paraît original, mais si on simplifie, c'est quand même de la vente directe à la ferme. Là, c'est pas tellement innovant. Pourquoi, selon vous, il mérite ce 3e prix de GIA 2013 ? Alors là, c'est la reconversion professionnelle qui est vraiment mise en avant. Il vient d'un autre secteur d'activité et il avait déjà un petit peu son projet en tête et de voir un petit peu comment il évolue et toutes les idées nouvelles qu'il apporte sur l'exploitation pour la développer et créer de la valeur ajoutée sur l'exploitation. Ce qui est assez impressionnant, ce sont les idées, les innovations qui émergent. Il y avait 7 candidats en tout. Il n'y a eu que 3 prix. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées évoquées par les autres candidats qui n'ont pas reçu de prix? Parce que je suppose que ça va être aussi assez intéressant. C'est vrai que cette année, c'était très serré au niveau des résultats. Alors, on a eu pour Grégoire Simoneau un élagage d'arbres. Il a acheté une nacette pour faire des élagages. Donc, c'est un projet qui est perpétuel parce que les arbres poussent tous les ans. Donc, c'est tout bête, mais ça apporte de la valeur ajoutée. On a aussi eu un autre producteur de lentilles, Éric Paillard, qui fait une plus petite échelle, mais tout aussi bien. Ensuite, on a eu Tristan Massin, qui est viticulteur et qui élabore son champagne et mis dans la démarche Terravitis, une démarche d'agriculture, de viticulture durable. Et ensuite, le dernier, je l'ai perdu. Eh bien, vous le retrouverez d'ici la fin de l'émission. À présent, on va quitter ces portraits d'agriculteurs innovants pour nous intéresser au sujet marquant du monde agricole grâce à la rubrique Retour sur l'actu.
Christian, dans l'actualité agricole auboise, on ne quitte pas tout de suite les jeunes agriculteurs. Oui, c'était samedi 18 janvier que s'est déroulé dans les salons de la mairie de Troyes la nuit des JA au programme. Tenue de soirée, cocktail et DJ, une façon peu commune de voir les agriculteurs. Alors j'en profite vu que vous êtes là. Quel est l'objectif de ce rendez-vous, de cette nuit des JA ? Alors cet objectif, c'est de pouvoir communiquer auprès de à la fois de nos adhérents, mais aussi du monde extérieur, voilà, des citadins, des autres ruraux qu'on ne connaît pas, dans un cadre plus festif, plutôt que de se faire voir par nos actions de revendication. C'était la première fois ou pas ? Non, c'était la deuxième édition cette année, qui a relativement bien marché. On a fait 220 et quelques personnes, donc beau succès. Beau succès. Alors, autre moment festif et autre succès, le même jour, la Saint-Vincent s'est déroulée à Bar-sur-Seine. Alors, une deuxième édition pour fêter leur saint patron. Au programme, un défilé musical en costume traditionnel dans les rues de la ville, un événement convivial et immanquable pour les viticulteurs et aussi ouvert aux particuliers. Pour information, la tradition prévoit qu'il faut attendre la Saint-Vincent avant de reprendre les travaux dans les vignes. Cette fête a tout de même également une origine religieuse et je propose d'entendre tout simplement les interviews pour obtenir l'explication. La fête de l'année, pour nous les vignerons, nous réunissons tous pour fêter notre saint patron et en espérant, en lui lançant des souhaits pour qu'il nous promette une belle saison, une belle année viticole. Bon, un moment de convivialité, on se réunit après une année écoulée, on fait le bilan de l'année écoulée. C'est une fête religieuse avant tout, bien sûr, hein, saint patron. Donc on va aller à la messe pour fêter notre saint. Ça dépasse aussi le cadre religieux, en fait. On est plus sur une fête corporative. Alors, effectivement, avec le côté un petit peu religieux, mais ça fait aussi partie un petit peu du folklore aussi de la Saint-Vincent. Et on souhaite le conserver et bien sûr de le mettre en valeur aussi. Aujourd'hui, on souhaite l'ouvrir à toute la composante du vignoble, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément travaillant pour la vigne ou pour le vignoble, mais aussi participant à l'économie locale. Pour nous, région de Bar-sur-Seine, nous souhaitons que cette fête de Saint-Vincent dure dans le temps. Voilà. Voilà, autre fait marquant dans l'actualité agricole auboise, quelque chose de plutôt technique, une rencontre entre un groupement de développement agricole, les GDA, et des exploitants afin d'échanger sur les GPS. Ces modèles n'ont rien à voir avec les modèles grand public des voitures, puisqu'ils ont une précision de l'ordre du centimètre. Cependant, l'échange a permis de faire le point sur les avantages et les inconvénients des différents outils proposés sur le marché, donc une réunion professionnelle proposée par la Chambre d'agriculture. Dernière information, vous avez sans doute entendu parler des manifestations des agriculteurs un peu partout dans le département. Ils étaient plus de 250 ce mardi dans les rues de Troyes pour manifester contre le 5e plan nitrate. À noter de nettes avancées puisque les 5 parlementaires au bois ont soutenu les revendications en adressant une lettre au ministre de l'Agriculture. Une rencontre avec le préfet est prévue la semaine prochaine apparemment. Autre objectif, faire venir le ministre de l'Agriculture dans le département de l'Aube pour expliquer les raisons de la colère. Baptiste Gatouilla, je vous ai vu dans les images du reportage de Canal 32, vous étiez à la manifestation. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance ? Alors ça avance tout doucement, pas au rythme qu'on souhaiterait. On voudrait que ça aille plus vite pour que nos agriculteurs soient tranquilles sur leurs exploitations. Alors il y a des avancées, les parlementaires nous soutiennent, mais maintenant ce que l'on veut, c'est que les propositions que l'on va faire pour l'application de cette directive nitrate qui va être très très pénalisante pour l'agriculture et pour l'économie auboise, il ne faut pas l'oublier, va y avoir des conséquences sur le long terme, va avancer, je l'espère, et si nous avons la chance d'avoir la venue du ministre d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours, on aura l'occasion de lui expliquer l'aberration de cette directive. Ça veut dire qu'en attendant, il y aura d'autres manifestations ? Pour le moment, ce n'est pas prévu, mais bon, selon les avancées qu'on aura et les propositions du ministère, voilà, si elles nous conviennent, on avisera à ce moment-là, on en prendra note. Mais disons que si on est amené à refaire une mobilisation, parce qu'on n'a pas tellement envie de ressortir. Si on ressort, c'est parce qu'on est obligé. Si on obtient un gain de cause, le problème sera réglé. Je crois que vous avez retrouvé le nom du 7e oui, voilà, j'espère qu'il s'il regarde, j'espère qu'il m'en excusera. Donc c'est Laurent Massé qui en plus a un projet vraiment très atypique parce qu'il a choisi de créer un élevage ovin en périphérie de Troyes, à Barberet. Donc il a mis le temps, mais il a construit sa troupe de brebis. La campagne à la ville. Vous avez toujours voulu savoir comment se faisait le lait. Eh bien, je vais vous proposer de revenir aux sources dans la rubrique « Comment ça marche ». Christian, vous vous êtes levé tôt pour assister à un moment lié à de nombreuses images d'Épinal, la traite.
Oui, je rêvais de faire le sujet, ça y est, c'est fait. Oui, j'ai pu me rendre dans une salle de traite à Ménil-Saint-Loup. Alors depuis 3 générations là-bas, tous les matins, les éleveurs réalisent les mêmes gestes, ceux de la traite des vaches pour obtenir le lait. Alors si nous avons tous en tête l'image de tout simplement de tirer sur les trayons, je propose de voir plus en détail comment cela fonctionne aujourd'hui dans une salle de traite moderne. Oui, alors et c'est clair que c'est vraiment un reportage qui va marquer les esprits, qui va se retrouver sur canal32.fr parce que quelque part, on a tous eu envie de se tester à cette traite. Voilà, et puis c'est une ambiance le matin, il fait très tôt, vous avez le silence, vous avez juste la chaleur des animaux, et puis niveau sonore et niveau... Je suis impatient, là, je veux découvrir. Vous ne parlez plus. Magnéto. Tous les matins, le père et le fils Bocard se relaient en salle de traite, un rituel depuis 3 générations. Là, j'appuie sur la sonnette et ça les fait rentrer plus facilement pour se faire traire. Ça évite de remonter à chaque fois, les chercher. C'est tous les jours, 365 jours par an, matin et soir. Donc, si bien à Noël, 1er janvier, 14 juillet, tous les jours. Alors les vaches, c'est vrai que c'est comme tout troupeau, il y a des dominantes et des dominées. Donc on a souvent les mêmes en début de traite et en fin de traite. Ici, la traite se déroule tous les jours à 7h et 18h, car il faut à peu près 12 heures pour que chaque animal délivre 15 litres de lait en moyenne. La vache donne du lait uniquement si elle a un veau. Les vaches vont avoir leur premier veau, donc vont produire du lait. Donc on a une courbe du lait qui va se mettre en place, donc elles vont avoir leur veau par ici, donc la courbe va monter et va redescendre petit à petit. Donc au bout de 10 mois, la vache ne va plus avoir beaucoup de lait. Donc l'objectif, c'est d'avoir un nouveau veau pour reproduire du lait. Première étape de la traite, la désinfection et le nettoyage des 4 trayons, ainsi que le contrôle visuel de la qualité du lait. Les premiers jets de lait, pour voir si le lait est de qualité, voir s'il n'y a pas d'infection au niveau de la mamelle, s'il n'y a pas de mamite. Ça se voit tout de suite, hein, s'il y a une mamite, donc une infection, on va retrouver des grumeaux. Il y a des vaches qui sont plus ou moins, on va dire, chatouilleuses. Elles n'aiment pas forcément lorsqu'on nettoie les trayons. Une fois branché, deuxième étape, la traite automatique qui dure entre 3 et 5 minutes par vache. C'est un vide d'air qui va tirer le lait. Et donc le lait va descendre dans les tuyaux, il va passer dans les différents canaux pour se retrouver directement dans le temps qu'elle est. Donc le lieu de stockage du lait refroidi. Le lait passe devant la sonde et la sonde va reconnaître s'il y a du lait ou pas qui passe. Une fois qu'il n'y a plus assez de débit, ça se décroche automatiquement et la machine sait que c'est terminé. En fin de traite, la griffe se retire et l'opérateur peut déposer un film protecteur sur les trayons. Qui va éviter que les bactéries rentrent à l'intérieur de la mamelle et donc du coup produisent des infections. Donc c'est qualité en permanence. Qualité en permanence, hygiène en permanence. En parallèle de ces opérations, le lait est acheminé dans une citerne de 6000 litres, collectée tous les 3 jours. Donc il est bien à une température de 4 degrés avec un agitateur. Donc le lait est toujours en mouvement et refroidi. Pour éviter que les bactéries se développent et que le lait tourne. Dernière étape, le nettoyage de la salle de traite. Il est 8 heures, le jour se lève. L'éleveur va pouvoir donner le petit déjeuner aux 70 vaches. Le lait sera revendu 35 centimes en moyenne, à raison de 5000 litres par mois. Eh bien voilà, je verrai mon verre de lait autrement maintenant. On va passer à la dernière rubrique de Terres et Vignes de l'Aube, la rubrique Contre-champ, et on vous réserve encore un beau reportage, une belle surprise. Christian, vous avez pu voir une manière originale et inattendue d'aborder l'élevage ovin. Oui, là, ils ont vraiment moins de 40 ans, sont bien des jeunes. Il s'agit de la 9e édition des Ovimpiades. Alors, ce concours national s'est déroulé dans l'Aube. Imaginez des jeunes venus de toute la France pour se confronter sur la manipulation des moutons. Oui, c'est possible. C'est peu courant et je propose de voir le déroulement et surtout l'intérêt de cette opération, les Ovimpiades. Éleveurs de moutons, une filière qui recrute. Dans les années à venir, 50% des postes doivent être renouvelés. Au vu de ce constat, une opération de séduction est menée auprès des jeunes. Les jeunes ont tendance, quand ils s'orientent vers l'élevage, à aller plutôt vers le bovin. Il faut s'enlever de l'idée que l'éleveur ovin, c'est le vieux berger avec son béret dans la montagne. Non, on est dans une zone Grand Est où il y a une bonne production de moutons. Qui peut se développer encore pour satisfaire la demande en termes de consommation. Voilà, aujourd'hui, ce sont des techniques très pointues, très modernes.
Afin d'attirer les jeunes, la 9e édition des Olympiades a été organisée. Ici, les participants viennent de la région. Tous ont en commun la passion des animaux. On apprend à manipuler les moutons, le bien-être animal, comment s'en occuper, niveau des rations, tout ça. J'ai un BTS production animale, une formation en plus dans l'équitation. Je vais être monitrice d'équitation plus tard et puis je voulais avoir un double diplôme en fait. Je voulais aussi avoir un peu de connaissances au niveau élevage. L'Aube est l'un des rares départements à dispenser une formation adaptée à cet animal. Après un quiz, les candidats doivent s'affronter sur 3 autres épreuves comme le tri et la taille des ongles. La 20-067. Les élèves doivent écarter 3 brebis de tout le lot de brebis, 3 brebis que je leur donne. Et la façon dont ils organisent leur chantier, la façon dont ils font passer les brebis, la façon dont ils servent de la porte de tri. 10 475. C'est une note de 1 à 5 pour l'état d'engraissement de la brebis. Ne pas l'attraper par la laine et bien l'attraper par la tête ou par les pattes. Ensuite, le parage, c'est-à-dire bien couper la corne, qu'elle soit équitable des deux côtés. Pas trop court pour éviter tout saignement. Ça fait des grosses pénalités et après il y a une épreuve qui consiste avec le temps. Voilà, ton pied là, tu décales. Une main là, ton pied sur la petite platine, là. Ça t'aide à pousser, vas-y. Voilà, vas-y. Nickel. Oui, parce qu'il y a des élèves qui n'ont jamais pratiqué. Donc il y en a quelques-uns, donc on essaye de leur donner quelques astuces pour pas qu'ils soient défavorisés non plus par rapport à les autres. Cette 9e Olympiade s'est déroulée dans un contexte particulier avec l'arrivée du loup dans le département. Le seul prédateur du loup, il faut se mettre bien ça dans la tête, c'est l'homme. Et aujourd'hui, le loup est protégé. Donc ça veut dire que qui gagne, c'est le loup, c'est pas l'homme. On nous dit que le loup est un animal intelligent, donc si on n'arrête pas si on continue de le chasser pour pas qu'il tue nos brebis, je pense qu'il va arriver à comprendre qu'il faut qu'il aille chasser les animaux sauvages qui sont peut-être un peu plus durs à chasser, mais bon, autant qu'il travaille dur aussi pour essayer de se nourrir et qu'il aille pas. C'est pas un fast-food nos brebis, quoi. Malgré cela, la passion reste la plus forte. Les 2 lauréats ont le privilège de participer au concours national durant le Salon de l'agriculture avant de devenir peut-être de futurs éleveurs. À coup sûr, des jeunes agriculteurs en devenir. Merci Baptiste Gatouillat d'avoir participé à cette émission. On se retrouve nous le mois prochain pour de nouvelles découvertes agricoles toujours aussi surprenantes. Au revoir.